Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des publications Agora. Nos experts ont préparé pour vous cette semaine une série de vidéos exclusives sur l'intelligence artificielle. Si les investissements hasardeux dans l'IA risquent de se multiplier dans les mois et années à venir, comme ce fut le cas lors de l'avènement d'Internet, cette innovation présente une vraie opportunité pour les investisseurs. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à notre conférence spéciale IA présentée par Arthur Toss, où il vous révélera tout sur sa stratégie pour profiter pleinement de l'ascension de l'intelligence artificielle. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et vous souhaite un excellent visionnage. Salut Arthur. Salut Eric. En fait, moi, ce que je remarque quand même, c'est que la grande interrogation autour de l'intelligence artificielle est une interrogation autour du travail, parce que les études varient beaucoup. Il y en a qui disent que d'ici 2028, il y aura 58 millions de créés grâce à ça, et d'autres qui disent non, non, pas du tout, il y a 14 millions d'emplois qui vont disparaître. Ce dont on se rend compte, et comme tu connais également bien le secteur, c'est que j'ai l'impression que tous les postes dont j'ai envie de dire qui sont subalternes, les greffiers, les secrétaires de rédaction risquent de disparaître, mais je pense qu'on va aussi également créer des nouveaux métiers. Et donc, moi, je pense que cette révolution technologique, même si elle sera délicate au début, c'est un grand pas en avant quand même technologique et ça va permettre quand même d'améliorer beaucoup de choses. Quel est ton avis par rapport à tout ça? Moi, je pense qu'on a toujours peur de la technologie. Enfin, voilà. Si tu regardes quand on a inventé les voitures, ceux qui conduisaient des calèches, enfin qui géraient des calèches, étaient contre la voiture. Et c'est le propre de l'innovation en fait. À chaque fois qu'il y a une innovation, il y a toujours des gens qui sont rétifs. Donc ça, c'est le cycle de base. On a quand même créé énormément d'emplois à tel point que aux US, on ne fait que de nous dire depuis un an qu'il n'y a pas assez de personnes pour travailler, etc. Alors qu'il y a 10 ans, on nous disait qu'avec Internet, etc., on détruirait plein d'emplois, etc. Donc, on a une économie qui se développe et plus il y a d'innovation, plus on a un développement qui est majeur. Le vrai changement avec l'IA, c'est que c'est la première fois où, entre guillemets, la création intellectuelle va pouvoir être déléguée, je vais pas dire de A à Z, mais d'une manière beaucoup plus importante à une machine. Et ça, c'est considérable parce qu'avant, il fallait du temps de cerveau d'un humain pour créer des choses. Et après, la machine nous permettait de les créer, etc. Mais elle arrivait dans un second temps. Il fallait qu'un humain la pense, entre guillemets. Et avec, pas les modèles actuels de ChatGPT, etc., mais avec d'autres modèles qu'on est en train de voir émerger, avec tous les digital twins, etc., qu'il y a chez Nvidia et tout ça, là, il y a un nouveau domaine. Donc moi, je vois ça plutôt comme un côté positif. Pour moi, ça va un peu débloquer de la valeur et ça va peut-être nous permettre de monter de 3-4 étages dans l'évolution économique d'un seul coup, si tu veux. Il y a des moments, il y a des étapes de l'humanité où on a débloqué des choses avec des technologies qui nous ont permis d'atteindre un nouveau potentiel et on a sauté directement 2-3 marches d'un coup. Pour moi, l'IA, c'est la même chose, c'est ça en fait. Ouais, je suis assez d'accord avec toi parce que tu sais, moi j'ai vécu, tu étais tout jeune, j'ai vécu la crise des dot-com en 99-2000 et on disait qu'à cause des dot-com, il y allait avoir beaucoup de licenciements et qu'au tournant des années 2020, il y aurait 15% de chômeurs. Quand on se rend compte que le chômage est au plus bas, quasiment en Europe, qu'il est au plus bas aux États-Unis, tu te dis que c'est quand même de la destruction créatrice, quoi. Ces Ouais. on peut revenir sur le thème schumpeterien que tous les amis et tous les auditeurs connaissent. On n'est pas dans cette logique, mais c'est à peu près ça. Moi, ce que j'ai envie de dire quand même, c'est que c'est vrai que 42% des tâches pourraient disparaître d'ici 2027, mais au prix d'une amélioration de la productivité. Et ce qui veut peut être dit pour nous qui suivons les marchés financiers, une augmentation de la rentabilité. Je regardais, tu vois, quelques chiffres. Téléperformance que tu connais, ils estiment que ChatGPT permettrait d'automatiser 20 à 30% des volumes dans les prochaines années et réduire 40% le temps d'un appel. Donc c'est vrai que c'est une véritable révolution. D'ailleurs, les fonds de capital risque ne cessent d'investir dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative qui permet de générer du texte, des images, des vidéos à partir d'instructions. On voit que les fonds de capital risque, tu l'as suivi, ont vu leurs investissements passer de 408 millions de dollars en 2017 à 4,5 milliards. Et donc, ça ne cesse de progresser. Tu as de nombreuses startups qui sont dans cet écosystème. Moi, je connais très bien Israël. Du côté d'Ersia, à côté de Tel Aviv, tu as beaucoup de startups qui sont dans cette brèche. Donc, moi, je crois quand même qu'il ne faut pas faire peur à nos amis auditeurs, téléspectateurs, en disant que l'intelligence artificielle est dévastatrice, mais je pense que ça peut créer des nouveaux emplois et ça peut surtout améliorer la productivité des entreprises, qui pourrait être une bonne nouvelle pour les entreprises. Maintenant, après, c'est le vaste débat qu'on peut avoir maintenant, c'est quelles sont les entreprises qui vont vraiment en profiter et celles qui ne vont pas en profiter. Parce que moi, et après, je te laisse continuer là-dessus, moi, j'ai l'impression qu'on est comme
si tu veux, avec la crise des dot-com de 99-2000, c'est-à-dire qu'en 99-2000, tout le monde met un dot-com à cette terminologie. Tu avais l'impression que tout le monde était sur Internet et on s'est aperçu que tu as eu beaucoup de faillites, beaucoup de cracks sur beaucoup de valeurs qui étaient dites des valeurs Internet, mais qui n'étaient pas des valeurs Internet parce qu'il y avait de la cosmétologie. Et là, on a l'impression que c'est la même chose sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on met de la cosmétologie. Tout le monde veut faire de l'IA, tout le monde dit qu'il fait de l'IA, et si on gratte vraiment, il y en a très peu qui sont dans l'IA. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être un risque autour de ça, c'est que tout le monde actuellement s'engouffre en disant on va acheter des boîtes en bourse parce qu'elles font de l'IA, et en fait, ils vont très vite s'apercevoir qu'il n'y a aucune IA derrière. Et à mon avis, c'est un énorme risque qu'on a pour l'instant sur les marchés. Alors, ce n'est pas un risque systémique qui fera baisser les marchés, mais il faut faire attention quand même de ne pas acheter une boîte sur le thème de l'IA sans être sûr que c'est vraiment de l'IA. Oui, oui, non, mais alors là, je suis d'accord. Mais c'est comme tout. À l'époque de la blockchain, on avait eu les sociétés qui se renommaient et qui s'appelaient Bitcoin quelque chose ou machin blockchain ou truc. Chaque fois qu'il y a une thématique qui fait la mode, vous avez toujours un peu des gens qui vont s'engouffrer dedans et qui vont essayer de faire quelque chose. Donc après, le gros travail de l'investisseur là-dessus et de ceux qui nous écoutent, c'est de se dire, est-ce que le produit, il a vraiment une base d'IA, quoi? Et de comprendre ce qu'on appelle de l'IA. Parce que moi, je fais toutes les conf calls des Américains en ce moment parce que c'est les résultats. Enfin, on a IA 60 fois dans le call, etc. Enfin, ça devient débile. Enfin, il y a 1 an et demi, c'était Metaverse, on l'avait à toutes les sauces. Encore avant, c'était autre chose. Il y a des sites de buzz. Maintenant, après, si vous apprenez à comprendre le produit de l'entreprise, etc., vous comprenez ce qu'il y a d'intéressant. Je citais Téléperformance. Téléperformance, ils font de l'IA. C'est pas une IA qui est propre à eux, mais ils travaillent sur l'IA des autres, sur lequel ils bâtissent des choses spécialement conçues pour eux et pour les problématiques de SAV d'un client donné. Donc, ils vont construire sur ChatGPT en incluant dans ChatGPT une surcouche qu'ils développent eux-mêmes. Donc, c'est pas des gens qui sont au summum de l'intelligence artificielle. Par contre, ça peut leur donner un nouveau mode et ça peut leur donner une valeur nouvelle qui est importante. Et là où c'est intéressant et où il faut beaucoup l'avoir en tête, c'est que dans beaucoup de marchés, à mon avis, ceux qui vont bien utiliser l'IA, ils vont avoir un avantage concurrentiel dans les 10-15 prochaines années qui va être considérable. Au même titre que tous les industriels et tous les autres acteurs qui ont bien utilisé Internet, pas forcément dans les années 2000, mais qui s'y sont intéressés dans les années 2000, qui ont eu des sites e-commerce, qui ont commencé à faire des choses, qui ont eu un système de l'information performant, etc., ça s'est retrouvé dans les années 2010, 2015, etc., dans leur réussite. Quand tous les industriels que tu vois maintenant, il y a toujours les mêmes réussites dans le SI des meilleurs industriels. C'est un truc qui est commun à toutes les grosses boîtes. Et même dans les PME, il y a des toutes petites PME. Tu prends Gérard Perrier, c'est une très belle PME. Voilà, très très belle boîte. Ils ont un SI qu'ils ont commencé dans les années 95, qui est au point de la technologie. Donc voilà, et à chaque fois qu'on est comme ça, on a beau regarder, on voit toujours les gens qui commencent et qui voient l'opportunité, qui nous ne citent pas du jour au lendemain et qui vont pas nous dire c'est x10 sur mon business demain matin. Mais pour des gens comme voilà Neuron, Sword Group que tu connais, etc., tous ces gens-là, je pense que ces gens-là, j'aime beaucoup. Ouais. Trade, dont le patron Olivier Novas, qui est très bon, qui sont des logiciels d'intelligence artificielle dans voilà. la gestion et la sécurisation de flux de trésorerie des entreprises. Ça voilà, toutes ces petites boîtes-là, je pense que ces gens-là, ils faisaient avant de l'intelligence artificielle ce qu'on appelle du big data. Au final, l'intelligence artificielle s'est donné un sens encore plus poussé au big data. Donc, si tu veux, ces gens-là, c'était déjà dans leur business. Et c'est juste que l'émergence leur offre des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités pour faire des nouveaux produits. Donc, pour moi, ces gens-là, oui, ils vont réussir quelque chose. Et voilà, après, le mec qui fait, je sais pas, mais qui vend des pizzas et qui met l'intelligence artificielle pour te dire… Coca-Cola, le dernier communiqué de Coca-Cola, toi qui suis tôt, ils ont parlé d'intelligence artificielle dans le marketing, tu vois. Donc maintenant, en fait, quand tu es une grosse boîte, tu mélanges big data, intelligence artificielle, tu fais une sauce, et comme ça attire les investisseurs, et comme ça permet d'augmenter le cours de bourse, tu vois. Donc, très attention. Moi, ce que j'aime, tu vois, par exemple, j'ai regardé les boîtes américaines que tu connais bien. Microsoft, je pense que c'est incontournable avec bien entendu ChatGPT. Je pense que incontournable également Nvidia parce qu'ils ont des puces adaptées au programme d'intelligence artificielle. Ouais. Alibaba, c'est intéressant, ils bossent sur un concurrent de ChatGPT. Il y a une boîte qui s'appelle SoundHound aux États-Unis qui est sur l'intelligence artificielle vocale. Il y a C3I qui fait des logiciels d'intelligence artificielle. Tu vois, sur toutes ces boîtes, moi, je suis vraiment très positif parce qu'il y a une vraie technologie, il y a de la vraie intelligence artificielle. Ouais. Sinon, je trouve qu'on peut se faire avoir et si tu veux acheter une boîte sur un business case qui n'est pas le bon.
Et ce que j'ai envie de dire à nos amis auditeurs, et toi, tu connais également bien le secteur, c'est de dire de faire attention, de séparer le bon grain de l'ivraie et de ne pas aller sur n'importe quelle société sous prétexte qu'elle rajoute un IA à la fin, comme on avait vu dans les années 2000 avec le dot-com. Ouais, mais il y a des gens, tu as parlé de Coca-Cola, mais il y a quelque chose de très intéressant. Il y a 3-4 ans, il y a McDonald's qui avait racheté une start-up israélienne dans l'intelligence artificielle. C'était la start-up qui faisait, vous savez, quand vous rentrez dans un McDo, vous avez les comptoirs auxquels vous commandez et ça vous pousse des produits plus qu'un autre. C'est-à-dire que quand vous allez dans certains pays, les burgers sont pas poussés de la même manière suivant quelle est la personne qui est en face. D'accord? Bah ça, c'était une start-up israélienne qu'ils avaient rachetée, qu'ils ont revendue il y a quelques années, etc. Et ils avaient fait un coup phénoménal. Donc, on peut réussir à faire des petites améliorations, etc. Après, ça n'a jamais été game changer et ça n'a pas fait grossir la valeur de McDo de fois 350, quoi. Il faut avoir une conception, c'est-à-dire dans ces grosses boîtes, ça peut améliorer le PNL de la boîte de 1 ou 2%, ce qui à l'échelle d'un groupe comme Coca-Cola ou comme McDo, c'est considérable. Enfin, les auditeurs ne se rendent pas compte, mais quand on s'améliore de 1 ou 2% et qu'on est une boîte comme ça, c'est des dizaines de millions de cash flow, des centaines de millions de résultats, c'est vraiment important. Mais ça peut pas avoir un impact boursier qui est de x3, etc., comme on le voit chez certains analystes maintenant. Faire attention, par exemple, à tout ce qu'on voit avec Ark Investment sur des thématiques d'IA, etc., avec des valos qui sont incroyables, etc., et qui n'ont aucun sens. Faut pas vous laisser vous faire embarquer là-dedans. Moi, je suis comme Lewin, mais par contre, je pense que il y a plein de boîtes qui, sur leurs produits actuels, vont greffer de l'IA et ça va faire les rendements des 10 prochaines années. Et vous n'avez pas besoin d'avoir une boîte qui fait qui fait x10 pour devenir riche. Si vous avez une boîte comme Sword qui vous compande à 25% par an sur les 10 dernières années, vous avez acheté il y a 10 ans, vous regardez maintenant, vous avez fait bien mieux que l'inflation, bien mieux que l'immobilier, et vous n'êtes pas fait chier, quoi. Tu sais que c'était très drôle parce que sur Sword, moi je suis très pote avec Jacques Mottard. Moi j'aime pas le foot, mais j'avais été invité voir Lyon PSG en loge. J'avais fait le déplacement pour la journée à Lyon l'année dernière et tu vois, j'étais à côté de lui. Il y avait Olas, il y avait toute la bande et il me disait écoute, moi je mise beaucoup sur l'intelligence artificielle. Donc tu vois, déjà dans ces grands groupes français, ces boîtes informatiques, on commençait à penser à l'intelligence artificielle. Maintenant, moi j'ai envie de dire quand même un truc sur ChatGPT. Il y a quand même beaucoup d'erreurs. Tu vois, moi par exemple, j'ai tapé mon nom dessus. Ils m'ont ressorti tout ce que j'ai fait. Il y a beaucoup d'erreurs. Ils disent que j'ai travaillé à la Tribune, j'ai jamais travaillé à la Tribune. Ils disent que j'ai travaillé chez Investir, j'ai jamais travaillé chez Investir. J'ai écrit 3 bouquins pour eux, alors j'en ai écrit un. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et c'est pour ça que sur la bourse, moi, je ne suis pas persuadé à terme, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, que ça va remplacer le stock picking. Je pense que c'est peut-être bon sur une approche de temps en temps quantitative, mais je pense que ça ne va pas ruiner les gérants du monde entier et qu'il y aura toujours des gérants, il y aura toujours des spécialistes du stock picking. Ah oui, oui, mais de toute façon, de l'intelligence artificielle dans la bourse, on a déjà. BlackRock, Aladdin, qui va piocher partout. Et ils peuvent pas, voilà, quand vous êtes sur des boîtes qui font moins de 500 millions de market cap, etc., les grands acteurs comme ça, ils peuvent pas intervenir. Si vous voulez, c'est du menu frottin pour eux, etc. Et donc là, il y a des choses à faire dans toutes ces boîtes-là. Parce que ça peut pas intéresser le gros capital. Et c'est là où il y a des mouvements qui peuvent être faits, qui sont importants, et des flux qui peuvent être très très violents, et des histoires qui peuvent être magnifiques. Et c'est ce que tu fais, dénicher les pépites depuis des années et des années, des petites sociétés qui viennent devenir des grandes, etc. Et ça changera pas, hein. Même quand on aura ChatGPT, il sera pas capable, voilà, de tout faire. D'ailleurs, Sam Altman, le PDG de OpenAI, hein, le dit, on arrive au bout des modèles larges. Pourquoi? Parce que les modèles larges, vous mettez beaucoup de données dessus, et puis à la fin, ça vous sort des choses. Sauf qu'en fait, la question, c'est pas le nombre de données que vous mettez, parce que vous pouvez toujours en mettre l'infini des données. Mais en fait, ces données, il faut bien les prendre quelque part. Et donc, plus vous en prenez de manière large, plus vous allez taper dans des sites web, dans des bases de données qui sont de moindre qualité. Et plus vous avez ce qu'on appelle les artefacts. Les artefacts, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire le ChatGPT, il prend ton nom, il sait que tu es journaliste, etc. Il se dit, tiens, je l'ai vu sur la Tribune de temps en temps, donc c'est qu'il doit être journaliste là-bas. Ils font de l'approximation. Voilà, il invente des soucis. Alors, c'est moins vrai avec ChatGPT 4 parce que ChatGPT 4, il a appris que quand il n'avait pas une information, il vaut mieux qu'il dise « je l'ai pas ». Alors que le 3.5,
dit essaye de remplir Sur les boîtes, et tu vois, les j'ai regardé trous. sur des boîtes en bourse, il y a plein d'erreurs aussi. Tu vois, ils oublient une Oui. rentabilité de 2021, une boîte qui est très endettée, mais qui ne parle pas de son endettement, il n'y a pas mention de l'endettement. Donc, il faut faire très, très gaffe. Et moi, tu vois, comme autant je crois que la gestion passive, parfois, sur les trackers, c'est vrai que si tu as envie d'acheter sur la Chine, sur le Venezuela ou sur la Bolivie, ça peut être intéressant de passer par un Mm. tracker parce que c'est compliqué de faire du stock picking. Donc, je pense qu'il y a un avenir, tu vois, sur la gestion passive, mais autant je pense que ça ne peut pas concurrencer la gestion active. ChatGPT, dans la mesure où tu auras toujours des mecs qui achèteront des petites boîtes et que on paye aussi des gérants pour ça. Et je ne crois pas que ChatGPT va te dire un jour il faut acheter de l'Arcure à 2,70 pour le vendre à 5 euros. Donc, je ne suis pas très inquiet par rapport à tout ça. Je pense que la profession des marchés financiers a encore de beaux jours devant elle. Oui, mais Tu es d'accord avec ça, Arthur? ouais, non, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Les petits fonds qui performent bien, voilà, quand vous êtes sur du Welia, sur du Sidetrade, sur des trucs comme ça, il suffit jamais l'intelligence artificielle qui va acheter ce genre de choses. Donc voilà. La question, c'est de vous mettre dans des angles de marché où vous n'allez pas vous heurter à ces genres de choses. Parce que c'est sûr que si vous achetez du Carrefour, des choses comme ça, normalement, BlackRock a plus d'informations que vous sur l'évolution du business de Carrefour. Donc, il aura toujours un avantage comparatif VS que vous avez. Sur une petite boîte, comme tu cites, comme Arcure, comme Sword, comme Comme ça, SideTrade, voilà, ce genre de boîte-là, l'intelligence artificielle, elle aura jamais aucun avantage sur vous. Elle aura même plutôt des désavantages parce qu'en fait, vous avez la moyen de connaître la boîte de manière vraiment précise. En plus, c'est des patrons qui, pour la plupart, si vous allez au SFAF, si vous allez aux assemblées générales, etc., vous y allez tu un connais. an, 2 ans, 3 ans. Au bout d'un moment, c'est la famille, si vous voulez. Donc, vous commencez à avoir le numéro du gars, vous pouvez l'appeler, vous avez des informations, etc. Et c'est là qu'on commence à créer vraiment de l'alpha dans son portefeuille parce qu'on commence à avoir plus d'informations que le commun des mortels. Et c'est aussi ce que Lewin et moi, on vous apporte. C'est-à-dire, on va voir les patrons, on rentre dans les usines, etc. Donc forcément, c'est plus facile de savoir quelle boîte il faut acheter que si on lit juste les communiqués sur Boursorama et qu'on se dit et qu'on lance les dés et qu'on se dit je vais acheter telle boîte, quoi. Bon, pour terminer, les trois boîtes pour moi, pour jouer l'intelligence artificielle pour l'instant à Paris, on est d'accord sur Arcure, c'est des casques anti-collision, enfin, c'est des logiciels anti-collision. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle parce qu'on sait que sur les chantiers, il y a beaucoup d'accidents. C'est une boîte qui a fait 13 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ne cesse de grossir, qui pourrait faire rapidement 20 millions d'euros. Donc, pour moi, non seulement il y a un aspect pas cher en ratio, il y a un aspect opéable. Je pense qu'il faut jouer SideTrade, le logiciel dont on a parlé. Et je suis assez d'accord avec toi sur Sword, même si je trouve que c'est un petit peu cher. Je me demande s'il ne faudrait pas jouer plutôt Esker ou une boîte comme ça. Toi, c'est quoi? Tu es d'accord sur ces trois choix? Non, moi, je trouve que je suis tout à fait d'accord là-dessus. Sword, après, tu payes l'exceptionnel. Il y a Neurone aussi qui est très bien parce qu'ils sont dans le big data. Et eux, il y a pareil. Alors, eux, on paye cher, mais en fait, ils ont une trésorerie qui est colossale et ça fait 10 ans qu'ils en font rien. Donc, peut-être un jour, ils en feront quelque chose. C'est un peu comme chez la Galaxie Bolloré. On se dit toujours qu'un jour, Bolloré va racheter les filiales et va simplifier Telegram. l'organigramme, ouais. Et bon, ça peut arriver un jour sur Neurone et ce jour-là, effectivement, la boîte peut prendre 10, 15, 20% rapidement parce que ça libérera de la valeur. Mais des petites boîtes sympas, il y en a pas mal. Mais on est d'accord sur ces trois, quatre boîtes ou tu Ouais, ouais. as, d'autres Non, noms? Pas. non, non. Après, oui, Esker, tu l'as dit, c'est plutôt pas mal. Il y a plein de petits éditeurs de logiciels qui, à mon avis, vont réussir à faire des choses qui sont assez intéressantes. Wedia, même si c'est Pas liquide tellement. Le problème, c'est que c'est pas ouais, liquide. voilà, c'est pas liquide, mais il faut faire attention. Mais il y a des petites choses qui peuvent être assez intéressantes. Et téléperformance, et dernier point, comme ça, après, on arrête la discussion. Et dernier point sur téléperformance, c'est quoi ton feeling? Moi, Téléperformance, je pense que s'ils sont capables de développer des chatbots conversationnels, et vous savez, les chatbots, c'était une grosse mode les dernières années. Moi, en plus, j'en ai fait en private equity et ça s'est plutôt bien passé. J'ai vendu au bon moment, on va dire. Mais je pense que si le chatbot est capable de gérer une partie des interactions avec le client automatiquement parce qu'il est plugué à ChatGPT et que ça marche plutôt bien, que ça apprend, qu'il y a une complémentarité entre l'humain et le chatbot qui est propulsé à l'intelligence artificielle, ils peuvent économiser beaucoup, beaucoup de temps homme. Et dans ce métier-là, le temps homme, c'est la ressource la plus chère. Donc, si demain, ils divisent ne serait-ce que 40%, ils ont dit 40%, ils réduisent de 40% ouais, mais voilà. Mais même s'ils font 5 à 10% d'économie sur le temps homme de traitement des requêtes, ça veut dire que du jour au lendemain, instantanément,
La rentabilité augmente. la rentabilité, la marge de la société va prendre quelques points, quoi. Et quelques points sur Téléperformance, qui est une société qui est petite marge, parce que c'est un acteur qui est quand même à faiblement margé, ça peut tout changer. Et ça, il faut bien vous le dire aussi, c'est que ces nouvelles technos, dans certains métiers à faible marge, ça peut les transformer en des métiers à marge un tout petit peu plus haute. Et ça peut tout changer pour certaines boîtes, parce que quand vous faites 5%, même si vous passez à 7%, en bourse, ça vous change toute votre vie. Vous êtes plus vu de la même manière. On dit qu'un point gagné, c'est entre 10 et 15% de progression. Enfin bon, ça, c'est un axiome qu'il faudra vérifier, mais en général, on dit ça. Donc, ça veut dire 2 points de marge, ça peut faire 30% de plus sur le ballon. Ok, on s'est tout dit, Arthur. Ouais. Donc, en conclusion, écoute, l'intelligence artificielle, c'est une révolution. Il faut séparer le bon grain de l'ivraie et pas aller sur n'importe quelle entreprise. Et ça va être quand même un mieux pour l'économie. Il faut arrêter de piquer des crises d'orfraie en disant que c'est dramatique pour l'économie. Je pense que c'est une révolution qui va dans le bon sens. Enfin, c'est mon avis. Moi aussi. Salut à tous, Arthur. Allez, ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.